Catherine Raphaël, bonsoir. Bonsoir. On a perdu Michel Bonsoir. pendant la pause, mais on essaie de le ramener avec nous. Alors, dès qu'il sera là, il va se joindre à nous. Il est là, me dit-on. Ah bon, vous voyez? Bonjour, Michel. On allait commencer sans vous, mais pouf, vous arrivez. J'allais pas manquer la dernière. J'espère bien. La dernière qui va parler, bien sûr, de l'Iran. Hein? Donald Trump qui se donne 2 semaines pour décider si les États-Unis vont participer ou non à la réplique en Iran. Un délai de 2 semaines, on dirait que c'est son délai préféré. Il me semble qu'il l'a répété à quelques reprises, 2 semaines pour prendre telle décision. Pourquoi, Michel? Si vous êtes un partisan de M. Trump, vous dites John Kennedy avait pris un délai de 2 semaines pendant la crise des missiles de Cuba et ça a réussi à clarifier la situation. Si vous êtes un adversaire de M. Trump, vous allez dire 2 semaines, ça veut dire dans le langage de Donald Trump, je sais pas quoi faire. La réalité est peut-être quelque part entre les deux. C'est pas une mauvaise chose d'être prudent dans cette situation-là. En même temps, il y a beaucoup de conseils contradictoires qui arrivent aux oreilles du président sur l'Iran. C'est pas nouveau. Il n'est pas le premier président à être dans cette situation-là. Mais vous savez, il y a une expression anglaise, damned if you do, damned if you don't, que ce ne sera pas une bonne chose si vous le faites, ce ne sera pas une bonne chose si vous ne le faites pas. C'est un peu là-dedans qu'il se trouve. Mais après des discours très forts, la réalité d'aller attaquer l'Iran personnellement, que les États-Unis le fassent, c'est pas juste appui Israël ou d'autres pays qui veulent le faire. C'est un pas si bien. Catherine? Oui, effectivement, il marche sur des œufs, je pense. Il est fort d'une résolution du G7 récemment qui a redonné le droit à Israël de se défendre et qui a affirmé que l'Iran ne peut pas se doter de l'arme nucléaire. Je pense qu'il prend cette pause-là, c'est peut-être aussi parce qu'il y a quelque chose qui bouge. Il y a des négociations avec ce régime de l'ayatollah en Iran. Et si on dépose ça puis on prend le côté politique, c'est évident que son aile MAGA ne souhaite pas une implication majeure des États-Unis dans la guerre en Iran pour plusieurs d'entre eux, puisqu'ils veulent que les dollars restent aux États-Unis pour régler les problèmes américains. Mais il y a aussi toute l'aile des républicains néoconservateurs qui, eux, veulent une réponse plus musclée, veulent en finir, sont très impliqués dans la politique étrangère, veulent en finir avec le régime de l'ayatollah. Et on l'a dit sur ce panel, hein, c'est un pilier des promesses de Donald Trump. Hein. Il y a l'immigration, mais il y a aussi en finir avec des guerres, les affaires étrangères. Ça a été un pilier sur lequel il a peut-être moins livré. Et là, imaginez-vous si jamais il réussissait à faire, on regarde dans le futur, là, on n'est pas là du tout, mais à faire tomber, en plus de réduire les menaces d'armement nucléaire et d'armement en Iran, faire tomber le régime de l'ayatollah et redonner aux Iraniens l'Iran, ce serait un legs historique. On n'est pas là. Ouais. Mais je vous dis un peu comment voient les troupes républicaines. Raphaël? Comment voit ce conflit-là? Ouais. Comment voient les troupes néoconservatrices républicaines. La nuance, elle est extrêmement importante. Parce que faire tomber ce régime-là, n'a-t-on rien appris des 25 dernières années, ne veut pas nécessairement dire qu'on va se retrouver avec une réincarnation à la sauce iranienne de Thomas Jefferson et une extraordinaire constitution libérale. Ça, c'est la première chose qu'on doit dire dans le camp isolationniste ou non-interventionniste. C'est dans ce camp-là. Ça mérite, je crois, vraiment d'être souligné. Parce que non pas à une, mais maintenant à 2 reprises au cours des 48 dernières heures, il y a Tulsi Gabbard que Donald Trump a choisi lui-même comme responsable, comme directrice des services de renseignement. On la voit présentement à l'écran, qui a passé presque toute sa vie adulte comme démocrate, qui a été appelé à la cause de Donald Trump, qui s'est rallié à la cause de Donald Trump sur son engagement répété et solennel de mettre fin aux guerres sans fin. Mme Gabbard est allée dire publiquement que selon elle, je le répète, à titre de directrice de service de renseignement des États-Unis, l'Iran n'était pas sur le point d'avoir une arme nucléaire. À 2 reprises, donc, dans les 48 dernières heures, Donald Trump l'a complètement désavouée en disant qu'elle ne savait pas de quoi elle parlait. Ça fait état, en ce qui me concerne, de sérieuses tensions, non seulement au sein du Parti républicain, mais au sein du cabinet du président. Et pour reprendre l'image ou le parallèle que Michel lançait tantôt,
un n'est pas nécessairement mutuellement exclusif par rapport à l'autre. C'est-à-dire que John Kennedy lui-même ne savait pas quoi faire au début de la crise des missiles de Cuba. Je vous soumettrai que c'est la même chose pour Donald Trump. Il ne sait pas quoi faire et il est complètement coincé, à la fois d'un point de vue de politique interne, sans même parler de l'aspect international. Je me prends 10 secondes de plus pour ajouter que si on commence, d'un point de vue américain, en fait, ça va peut-être 20 secondes, si on commence à vraiment frapper de façon frontale le régime iranien, et surtout si on le déstabilise au point, par exemple, où il tombe, et que ça crée encore plus de chaos dans la région. Là aussi, on est dans les si, mais c'est une hypothèse très sérieuse présentement qui est devant nous. C'est pas simplement au sein ou à l'intérieur des frontières iraniennes qu'il va y avoir de plus vives tensions face à Washington. Ça va être dans l'ensemble du monde arabe. Et le président a commencé son mandat avec un voyage diplomatique qui était où, il faut le rappeler, le mois dernier, Émirats arabes unis, Qatar, Arabie saoudite. Ça aussi, il l'a en tête. Donc, oui, d'un côté, il veut être l'ami indéfectible d'Israël, mais à quel coût de l'autre côté? C'est un puzzle gigantesque pour lui présentement. Avec des impacts chez lui et des impacts à l'extérieur. Oui, allez-y, Michel. N'oublions pas une chose, on a tous déjà joué dans ce film-là, ça s'est appelé La guerre en Irak. Exact. Oui. C'était supposé être parfait, cette histoire-là. On allait nettoyer Saddam Hussein de la place, on allait établir un bel État démocratique, tout allait bien se passer, et on allait trouver les fameuses armes de destruction massive qu'on n'a pas trouvé. On n'a pas établi un État démocratique, on a déstabilisé encore plus la région. Alors, il y a beaucoup de gens qui se souviennent, et des démocrates et des républicains, des fausses promesses de la guerre en Irak et du résultat total de ça, et qui disent, on va être plus prudent cette fois-ci. Mais en même temps, Michel, je suis entièrement d'accord avec ce qu'il vient de mentionner. Il y en a beaucoup qui s'en souviennent, mais il y en a beaucoup qui ne s'en souviennent pas également. Et parmi les gens qui, visiblement, soit ne s'en souviennent pas... C'est arrivé pareil. Exact. Ne veulent pas s'en souvenir. Il y a, et ça ne s'invente pas, certaines des mêmes voix, pas simplement leurs partisans ou des gens qui les imitent, les mêmes voix qu'on entendait il y a 22 ans, il y a 23 ans, en 2002, en 2003, qui marchaient, qui militaient dans les corridors du pouvoir à Washington pour une intervention musclée américaine au Moyen-Orient, surtout en Irak, qui sont en train de sortir littéralement les mêmes arguments aujourd'hui. Ça inclut des gens comme Lindsey Graham, le sénateur républicain de la Caroline du Sud, qui est déjà un membre du Congrès à l'époque, et croyez-le ou non, Benjamin Netanyahou, qui au milieu, en fait, je devrais dire au début des années 2000, techniquement, militait aussi en coulisses à Washington, auprès de ses contacts américains, pour que l'administration républicaine de l'époque commence à renverser des régimes qui étaient hostiles à l'endroit d'Israël, à commencer par le régime irakien. Ça fait des années et des années qu'on se bat pour que les Américains finissent, et je le mets en guillemets, le travail dans la région avec le régime qui est vu comme l'ennemi numéro 1, c'est-à-dire le régime iranien. La question, c'est de savoir est-ce que Donald Trump va être le président, malgré toutes ses promesses contre ça, qui, ironiquement, va jouer ce rôle-là. On ne le sait pas présentement. Et il a dit aujourd'hui, on va aller l'écouter, Donald Trump, sur Netanyahou, qui était bien difficile à faire changer d'idée aussi. On va l'écouter, puis on revient. It's very hard to stop. When you look at it, Israel's doing well in terms of war, and I think you would say that Iran is doing less well. It's a little bit hard to get somebody to stop. Je disais, Catherine, certains analystes qui disent que la décision que doit prendre le président Trump, c'est une des plus difficiles de sa vie politique. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Dans le cas de M. Trump, là, il en a pris des difficiles et des difficiles, ça veut dire qu'ils ont beaucoup d'impact. Mais oui, effectivement, c'est énorme. En même temps, tu sais, je veux dire, le régime, en fait, les pays du G7 soutiennent Israël. Israël est financé par les États-Unis, par d'autres pays. C'est pas comme si, tu sais, oui, il y a une grosse différence en dire on va faire partie avec, on va avoir le mandat d'aller intervenir en Iran, mais ils ont les pieds dedans de toute façon, les États-Unis en ce moment. Là. Donc, il y a pas, c'est pas tout blanc, tout noir. Puis je voulais revenir aussi, on parlait tout à l'heure, mais la fin d'un régime. On a vu ce qui s'était passé en Iran aussi, la répression sur les Iraniens. Il y a quelques années lors d'une élection. Je veux dire, c'est pas non plus blanc ou noir, là. Si à chaque jour, on voit que des gens du régime de l'ayatollah sont éliminés, en fait, mais ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, on passe à un régime démocratique, mais pas du tout. Donc, je suis d'accord avec mes collègues quand on dit, tu sais, c'est beau de vendre ça, mais en réalité, c'est pas ça qui va se passer nécessairement. Puis le peuple iranien
peut en payer le prix de manière gigantesque par rapport aux décisions de M. Trump, mais aussi des pays du G7 dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Et je pense que, comme l'a dit M. Trump, Israël est sûrement là pour un bon moment. Ce ne sera pas la fin des hostilités demain matin, là, c'est ce qu'on sent. Et c'est que ce n'est pas simplement l'exemple irakien, c'est l'exemple libyen, c'est l'exemple syrien, c'est l'exemple égyptien, même l'exemple tunisien, même dans peut-être le pays qui avait, et je le mets vraiment en énorme guillemets, fait meilleure figure suite au printemps arabe. Dans tous les cas, on s'est retrouvé avec soit de l'instabilité, soit dans le cas de la Libye, une guerre civile essentiellement qui s'étire depuis plus d'une décennie, sans même parler évidemment de celle qu'on a eue horrible en Syrie, ou des régimes qui sont redevenus autoritaires d'une façon ou d'une autre. Donc, il y a ça aussi à garder en tête. Et encore une fois, c'est comme si collectivement, oui, il y en a qui l'ont appris, d'autres qui semblent être très, très peu enclins à accepter cette triste réalité de la région. Parce que sur le fond, Catherine a raison, c'est horriblement répressif comme régime. Il n'y a personne ici qui a la moindre fibre démocratique qui va défendre ce régime-là. La question, elle n'est pas là. La question, elle est de savoir, une fois que vous vous mettez le bras dans le collimateur, quelle est la suite des choses? Qu'est-ce qui va arriver? Exact. Et c'est très possible que la suite soit positive, qu'il y ait un changement de régime qui est à l'avantage à la fois des Israéliens, des Américains et des partisans, de façon beaucoup plus globale, des droits de la personne. Tout comme c'est possible qu'il y ait un éventail d'autres avenues beaucoup moins roses également. Si on revient à ce qui se passe aux États-Unis, en Californie, entre autres, la guerre entre Donald Trump et le gouverneur Newsom se poursuit. Pour ce qui est de la décision d'envoyer la garde nationale, Michel C., c'est une cour d'appel fédérale qui vient de donner raison au président Trump. Il vient de donner raison, mais il faut dire que c'est temporaire. C'est-à-dire qu'il peut garder les soldats-là sous sa gouverne, mais la décision finale doit être prise par un tribunal supérieur, dans ce cas-ci, la Cour suprême. Donc, on a essentiellement botté le ballon là, en touche pour que ce soit les juges de la Cour suprême qui décident sur le fond. Mais sur le timing, on ne touche pas à la situation actuelle. Donc, la garde nationale a été fédéralisée et techniquement pas sous les ordres du gouverneur Newsom, mais sous les ordres du président des États-Unis. Il faut faire vraiment la distinction parce qu'on pourrait avoir une grosse surprise dans 3 mois là. Oui, mais l'affrontement se poursuit. On va aller voir la publication sur X du gouverneur Newsom, justement, qui dit « Donald Trump n'est pas un roi au-dessus des lois. Nous ne laisserons pas faire cette utilisation autoritaire de soldats contre des citoyens. » M. Trump a aussi réagi. On va l'écouter. Gavin Newsom, who's really an incompetent governor, he's just doing a terrible job between his fires, between all the houses burning down, his forest fires, and now Los Angeles. If we didn't go to Los Angeles, and the sheriff admitted it, he had no control. He would have lost control. We saved Los Angeles by having the military go in. We put out that fire, and we did a great job of it. He sued us for going in and for helping him. We went and helped him. Right now, you'd have Los Angeles burning to the ground. Largely, it would have already been destroyed. Et c'est chez vous, tout ça, Catherine? Oui, ouf. Bon, non, Donald Trump ne nous a pas sauvé des feux, puis non, Donald Trump ne nous a pas sauvé des manifestants. Okay? Tout ça a avancé en même temps dans le cas des manifestants. Et le jugement en tant que tel, juste pour revenir là-dessus, disait, si je ne me trompe pas, qu'il n'avait pas su protéger les manifestants avaient interféré avec les autorités fédérales, puis c'est la question aussi du bâtiment fédéral. Donc, c'est sur ça que ça s'est appuyé. Les 2 juges nommés par les républicains, puis un juge nommé par l'ancien président Biden. Et on verra maintenant quand et comment va être interprété les décisions sur la garde nationale dans le futur, parce que là, on vient de briser un peu la tradition qui s'est installée. Mais oui, ici, vraiment, les gens sont terrifiés. Moi, je suis dans une région d'agriculture ici, et on voit les camions ICE un peu partout dans les villes où sont situés, par exemple, des immeubles à logement abordables pour les gens qui travaillent sur les fermes. Et à l'intérieur de ça, il peut y avoir des familles où il y a des gens qui ont des papiers qui sont naturalisés, d'autres qui sont en voie d'autres qui sont dans le trouble. Mais bref, les champs sont assez vides ici. Les gens restent chez eux, les restaurants sont vides. Il n'y a pas de cueilleurs de fruits.
Et il y a beaucoup, beaucoup de peur. En même temps, c'est ce qu'il a dit qu'il allait faire. Il a dit ça n'a pas de bon sens qu'il y ait des personnes illégales, criminelles, c'est une chose, mais en même temps, là, ce qu'il dit, c'est qu'il fait le ménage pour régulariser la situation. Mais on est loin d'un amnistie comme Ronald Reagan l'avait fait en disant, ben oui, on a laissé entrer, on a donné des soins, on a donné des permis de conduire à des personnes de la communauté hispanique et maintenant, on décide de les régulariser. C'est pas comme ça que ça se passe du tout, là. C'est vraiment des raids dans des stationnements et c'est des interventions dans des logements, encore une fois, sur des fermes, etc. Donc, beaucoup, beaucoup d'inquiétudes ici dans le sud de la Californie. Et Raphaël? Oui, en fait, c'est intéressant. J'ai assez peu l'habitude de faire dans l'anecdotique et dans les histoires personnelles, mais il y a un peu moins d'une semaine, j'avais le grand plaisir de souper avec des amis, d'excellents amis, un couple d'amis qui habitent maintenant la région de Los Angeles, un petit peu comme Catherine, la région de Culver City. Et la femme travaille au centre-ville de Los Angeles. Et ce qu'elle me disait, elle, c'est que ce qu'on voit à la télévision depuis maintenant, en fait, un peu plus d'une semaine, c'est vraiment une déformation de ce qui se passe lorsqu'on regarde l'ensemble de la ville. Donc, lorsque Donald Trump parle de sauver la ville entière, ce qu'elle disait, ça vaut ce que ça vaut. Et je devrais noter au passage que tous les deux sont de très farouches partisans démocrates, mais dans tous les cas, elle disait que c'était vraiment limité pour ce qui est vraiment des débordements à quelques pâtés de maison. Pas que c'est pas important, mais ça mérite d'être contextualisé. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, pour le jugement. De l'autre côté, pour M. Trump, c'est quand même une victoire qui n'est pas banale dans un contexte où, comme Catherine le mentionnait, il y avait un des 3 juges qui ont statué à l'unanimité en sa faveur, essentiellement, qui avait été nommé par M. Biden. Évidemment, on verra la suite des choses. Oui. Mais je vous soumettrais que la question des débordements, des émeutes présentement, à la fois politiquement, socialement et économiquement, ça risque de devenir secondaire par rapport à la question beaucoup plus fondamentale à laquelle Donald Trump va devoir répondre et sur laquelle il tergiverse depuis les dernières semaines, c'est-à-dire jusqu'où exactement je vais pour respecter mes engagements de campagne électorale. Parce que surtout lorsqu'il est question du secteur agroalimentaire, le fait d'appliquer à la lettre ce qu'il a promis de faire, ça va venir. Et ça vient déjà avec beaucoup de gens qui souffrent dans son cou. Et là, je ne parle pas simplement d'immigrants ou de familles, de membres de familles d'immigrants. Je parle d'acteurs économiques dans des régions, justement, comme le sud de la Californie, qui disent si vous faites ça, ça va nous faire extrêmement mal. Donc, c'est un calcul qui, là non plus, n'est pas évident pour le président. Ils ont besoin de ces travailleurs. Non, il y a un manque. Ben, c'est ça, il y a un manque de main-d'œuvre. Mais il a dit aussi qu'il allait faire quelque chose. Il avait annoncé qu'il le ferait en début de semaine. Puis là, ça s'est perdu un peu dans les rangs. Mais on s'attendait à ce qu'il fasse quelque chose pour normaliser, ou je ne sais pas comment le dire, là, les travailleurs sur les fermes ne peuvent pas se mettre à dos les fermiers, c'est évident. Michel, je sais que vous êtes un amateur de baseball, puis ça s'est même rendu dans un match des Dodgers, hein, parce qu'il y avait un match, puis les gens de ICE, là, finalement, les agents de ces services d'immigration-là, voulaient se rendre dans le stationnement, puis les Dodgers, qui sont propriétaires du stade, ont dit non, vous n'allez pas entrer ici, là. Oui. Il y a 2 versions là-dessus. Il y a la version qui dit ICE a essayé de rentrer Manu Militari à Chavez Ravine, le stade des Dodgers. C'est effrayant et tout ça. Il y a la version du gouvernement qui dit on avait des autos dans leur parking dont une était défectueuse et on voulait les revoir tout simplement. J'ai entendu les deux, je n'étais pas là. Les Dodgers ont gagné, ça je peux vous dire ça, mais je ne sais pas qui de ICE ou des gardiens de parking des Dodgers ont gagné. J'aimerais qu'on termine sur un sujet qui est un peu moins rigolo que le baseball. C'est en fait cette violence politique aux États-Unis. On a été témoin de cet assassinat en fin de semaine, une élue démocrate, son mari du Minnesota. Est-ce qu'on doit s'inquiéter de cette recrudescence de violence politique aux États-Unis, Raphaël? Oui, dans la mesure où... Et c'est là que ça devient nuancé. Je crois le portrait qu'on doit faire. Oui, c'est un cas sur un pays qui est extrêmement vaste, de plus de 300 millions de personnes, mais c'est que ce n'est pas le seul cas non plus. Quand on parle des dernières années, la liste, elle est très, très longue. Je l'ai fait il y a quelques jours en nom, je ne vais pas la refaire. Mais oui, c'est inacceptable d'un point de vue démocratique, évidemment. Michel? Le problème, là, c'est que c'est pas vrai que la rhétorique inflammatoire qu'utilise M. Trump et plusieurs de ses amis et certains médias aussi n'a pas d'effet à un moment donné. Il faut vraiment que le ton baisse, puis le ton n'est pas en train de baisser. Et quand M. Trump dit « J'ai sauvé la ville de Los Angeles à moi tout seul »,
c'est ça je ne dis pas que ça amène des assassinats politiques, là, mais ça contribue à rendre l'atmosphère toxique et il faut que ça arrête d'une façon ou d'une autre. Puis, on dit souvent la présidence, on dit en anglais, c'est de bully pulpit, c'est l'endroit d'où on peut lancer les plus grands messages. Il faudrait peut-être que M. Trump se calme un peu et envoie des messages plus pacifiques plutôt qu'incendiaires. Ça polarise. Catherine? Oui, il n'y a pas que M. Trump. Oui, je suis d'accord avec Michel, mais de l'autre côté, les démocrates, autour de la décision de la speaker de la Chambre, qui s'est fait assassiner, les démocrates disaient des choses comme, par exemple, cette représentante qui est née au Brésil, qui a dit « c'est comme si vous laissiez à mourir 17 000 personnes ». Alors, on alimente la discussion avec des propos qui sont très graves et qui mettent au pied du mur une femme, cette speaker, qui a décidé de voter pour faire passer le budget contre son gré, si on veut, de dire je vais voter pour enlever le Minnesota Care aux personnes qui sont des sans-papiers. Finalement, c'était ça, là. Et elle a voté contre son gré, elle était presque en pleurs à la télé, etc. Donc, je pense que des deux côtés, on tire des choses, on utilise des mots qui sont graves, et ça donne une tendance d'une arène politique qui ne respecte pas la dignité, qui s'en va dans des propos qui sont trop extrêmes. Et à la fin de la journée, moi, je trouve que c'est complètement inacceptable. Deuxièmement, je trouve qu'on n'en parle pas assez de peut-être un lone wolf, là, mais le fond est là quand même, qui a tenté d'assassiner 2 autres personnes, qui en a assassiné 2. Je pense qu'on n'est pas à Vladivostok, là, quand même. Moi, je suis vraiment... je trouve ça complètement bouleversant. Michel, Catherine, Raphaël, c'est tout le temps qu'on a. Je veux vous remercier pour cette belle saison. On va se reprendre, tiens, Raphaël, ne vous inquiétez pas. 5 secondes. Oubliez les Dodgers, go Phillies, grosse série en fin de semaine face aux Mets. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est le mot de la fin. Merci, salut. Merci. Au revoir. Merci.